Manhattan, au cœur de Manhattan. Grégory Voloki. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. On est ravi de le retrouver. Grégory Voloki en direct, le président de Mescart Financial Services. Grégory, on va évoquer bien sûr la façon dont les marchés se comportent face à cette crise ukrainienne, russo-ukrainienne et surtout russe d'ailleurs. On va évoquer aussi le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden et ce qu'est en train d'expliquer Jérôme Powell. Là, actuellement, il est en train de s'exprimer, le président de la Fed, devant le Congrès américain. Juste avant, Étienne nous parlait de la hausse spectaculaire, encore aujourd'hui, des cours des matières premières, le gaz, mais pas que, le pétrole aussi, qui progresse à nouveau très sensiblement. On a un baril de Brent actuellement aux alentours des $111. Le baril WTI américain, $109. Qu'est-ce qui, à vos yeux, explique le plus cette forte hausse à nouveau aujourd'hui des cours du pétrole, Grégory? Donc, quand on a entendu que 60 millions de barils de pétrole seraient mis sur le marché, ces barils qui viennent des réserves stratégiques, 30 millions de barils américains et 30 millions de barils européens, on s'est dit, formidable, ça va mettre de la pression sur le cours du pétrole. Sauf qu'il y a un calcul qui est très simple à faire. La Russie produit 11 millions de barils par jour. Sur ces 11 millions, 60% sont exportés vers l'Europe, ce qui fait qu'en gros, la Russie exporte 7 millions de barils par jour. Ces 7 millions de barils par jour, franchement, ils ne vont pas rester très longtemps à être exportés parce qu'il y a des grands problèmes, que ce soit à la fois de paiement et de transport. Donc le gros risque, c'est ça, c'est qu'il n'y ait plus cette exportation de pétrole. Mais alors ces 7 millions, qu'est-ce que ça représente par rapport aux 60 millions que Biden et les autres mettent sur le marché? C'est tout juste 8 jours de la production russe. Ce qui veut dire qu'en fait, cette mesure qui pourrait montrer qu'on inonde le marché de pétrole, pas du tout. On arrive tout juste à remplacer la production russe pendant 7 jours, pendant une semaine. Donc, c'est tout à fait insuffisant. L'OPEP ne remonte pas ses prévisions d'exploitation, toujours 400 000 barils de plus par jour. Ces 60 millions, ça ne signifie pas grand-chose et le baril va continuer à monter. Et c'est ce qui se produit en effet. L'OPEP que vous évoquiez a choisi de n'augmenter que très légèrement sa production et de ne pas changer en rien, de ne changer en rien la courbe de hausse de sa production telle qu'elle était déjà prévue avant cette crise et malgré la flambée des cours, si bien que l'OPEP n'augmentant qu'à peine sa production, les marchés se disent on va vraiment avoir un problème d'offre par rapport à la demande compte tenu de cette crise diplomatique, bien sûr, plus que diplomatique, et donc les cours qui se tendent à nouveau. Pendant ce temps, justement, face à cette hausse des prix, Jérôme Powell est en train de s'exprimer là. À l'instant où on se parle, Grégory, il est 16h13 ici en France, 10h13 chez vous aux États-Unis. Le président de la Fed s'exprime devant le Congrès. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'est en train d'expliquer le président de la Fed? Quelle première leçon peut-être aussi essayez-vous de tirer des propos de Jérôme Powell? Oui, parce que en fait, son discours d'introduction a été publié. Je dirais il y a 2 ou 3 points qu'il faut vraiment noter, et c'est des points que le marché apprécie en fait. La première chose, c'est que évidemment les taux vont monter au mois de mars, mais ça ne sera pas d'une manière agressive, ça on le savait. Par contre, ce qu'il dit aussi, c'est que la diminution de la balance de la Réserve fédérale, cette fameuse balance de plus de 4 trilliards de dollars, cette diminution se fera progressivement. On le savait aussi. Mais surtout, il parle de ce qu'on appelle le run-off. Alors, qu'est-ce que c'est le run-off? Tout simplement, la Réserve fédérale va laisser s'éteindre ses obligations. Ils ne vont rien vendre, ils ne vont pas vendre les obligations qu'ils ont dans leur portefeuille. Donc ça, c'est une politique, en fait, qui est relativement accommodante et qui va, si elle enlève de la liquidité des marchés, l'enlever que petit à petit. L'autre chose qu'il dit de nouveau, c'est qu'en fait, cette inflation, il n'a pas dit le mot, mais est transitoire d'après lui. C'est toujours la même chose puisqu'il dit, là j'ai sous les yeux, il pense que l'inflation va décliner cette année. Possible, tout est possible, mais pour le moment en tout cas on ne le voit pas, mais quand même il dit que la Fed, c'est très difficile pour eux de prévoir la suite des événements, qu'ils vont être très attentifs, très souples. Et en fait la Fed, comme nous tous, est dans le brouillard par rapport à ce qui va se passer réellement entre l'Ukraine, la Russie et les autres partenaires qui sont concernés. Et elle s'adaptera, comme tout le monde doit s'adapter, je dirais, à un monde nouveau.
Un monde nouveau dont Joe Biden a aussi parlé, son discours sur l'état de l'Union, c'était la nuit dernière. Voilà, Jérôme Powell est en train de s'exprimer et hier soir, c'était donc le président des États-Unis qui parlait de cette crise avec la Russie. Il en a parlé pendant 15 minutes. Grégory, vous avez suivi tout cela en direct, bien sûr, chez vous à New York. Que retenez-vous particulièrement de la façon dont Joe Biden aborde tout cela, sa vision aussi de l'impact de la crise pour les États-Unis? On a toujours su que Biden est quelqu'un qui recherche le consensus. Des fois, il ne le trouve pas, mais il le recherche. Donc, c'est clair que la crise ukrainienne, ou la guerre, ou tout ce qu'on l'appelle comme on veut, pour lui, c'est une façon de montrer aussi bien aux démocrates qu'aux républicains qu'ils sont tous dans le même bateau. Alors, ce que je dirais, c'est que oui, 15 minutes consacrées à la Russie et à l'Ukraine sur 1 heure de discours, c'est très important. Et c'est 15 minutes où il a été applaudi par les deux partis. C'était pas trop difficile de se faire applaudir pour Biden. Il disait que Poutine était un dictateur, que la Russie commettait des crimes de guerre, c'est certain. Il disait que grâce aux États-Unis, entre autres, l'OTAN s'est renforcée, n'a jamais été aussi unie. C'est vrai tout ça. C'est tout à fait normal que les deux partis aux États-Unis l'applaudissent. Il y a peut-être presque, je dirais, une union sacrée vis-à-vis de la position du gouvernement face à l'Ukraine. Quelle nouvelle il a annoncé par rapport à l'Ukraine? Je dirais la nouvelle principale, c'est que les États-Unis fermaient leur espace aérien aux avions russes, mais ça, c'était pas vraiment étonnant. Alors, après ces 15 minutes, évidemment, il a parlé d'autre chose. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il a parlé de l'économie. On ne va pas dire que l'économie va mal aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas, mais il y a des gros problèmes. Alors, ces gros problèmes, le premier, c'est l'inflation. Et c'est très difficile, évidemment, pour l'administration de lutter contre l'inflation, mais il doit montrer qu'il est actif face à l'inflation, puisque c'est quand même le principal souci des Américains. Alors, il donne quelques recettes. Par exemple, il dit on va fabriquer de plus en plus aux États-Unis. Très bien. Et il donne l'exemple de Intel, et il y avait le CEO de Intel, d'ailleurs, qui s'est fait applaudir, en disant Intel, par exemple, a promis déjà de construire des usines pour 20 milliards de dollars, et ils viennent de me dire qu'ils vont dépenser 100 milliards de dollars en infrastructures aux États-Unis. Très bien. Est-ce que ça va jouer un rôle contre l'inflation? Certainement pas. Donc, c'est très difficile pour Biden de gagner sur ce front-là. Alors, le front où il peut montrer un tout petit peu, je dirais, d'union entre les démocrates et les républicains, c'est sur ces propositions consensuelles, on pourrait dire qu'il a fait. Un nouveau programme pour lutter contre la drogue. Évidemment que les démocrates et les républicains veulent lutter contre la drogue. L'augmentation des budgets destinés aux vétérans. Évidemment qu'on est tous d'accord là-dessus. Il parle d'éliminer le cancer. Je ne vois pas pourquoi ou comment on n'aurait pas atteint là un consensus entre les démocrates et les républicains. Donc, il parle de beaucoup de ces sujets qui ne sont pas bateaux, qui sont extrêmement importants, mais sur lesquels, tout le monde est d'accord, et sur lesquels, on n'arrive pas à avancer. Il parle même d'éliminer le cancer, donc c'est tout à son honneur. Mais en fait, ce qu'on voit quand même sur ce programme économique, parce qu'il reparle de Build Back America, c'est que, en fait, il n'y a pas de nouvelles propositions, ça va être très très dur. Et il continuait, pendant son discours, à parler de ce consensus qu'il a atteint d'une certaine façon grâce au plan d'infrastructure, ce fameux plan dont on débattait, où les républicains se sont joints aux démocrates. Donc, c'était pas un mauvais State of the Union, c'était plutôt en fait un bon State of the Union. Mais ce qui manque en fait, c'est surtout l'impression que Biden peut débloquer l'image qu'on a de lui aux États-Unis. Et cette image, c'est quelqu'un quand même qui a de la peine à faire face à des réalités qui sont extrêmement, extrêmement compliquées et difficiles. Les élections de midterm sont dans 6 mois. Et ce n'est pas ces bouts de programme dont on parle, hein, et il y en avait d'autres, des bouts de programme comme baisser le prix des médicaments, enfin tout ça c'est très bien. Ce n'est pas ces bouts de programme qu'il va essayer de faire passer qui va lui assurer une majorité au Parlement au mois d'octobre. Au contraire, pour le moment, disons, je dirais, les républicains ont vraiment le vent en poupe. Et ce qui vous frappe, c'est qu'après ce discours sur l'état de l'Union, Grégory, vous les avez repérés, ces tweets rageurs post-discours de Joe Biden, d'Elon Musk qui semble en colère comme jamais contre le président américain. Quelle mouche a donc piqué Elon Musk? Disons, je le comprends très bien, Elon Musk. Alors, pendant le discours de Biden, qu'est-ce que Biden a dit? Il a dit, Ford, par exemple, a
promis de dépenser 4 milliards de dollars en voitures électriques. Ils vont produire 600 000 voitures électriques en 2024, 2 millions en 2026. Il a salué General Motors et les efforts qu'ils font pour l'électrification en disant que General Motors a créé 4 000 emplois. Elon Musk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, Tesla, c'est très bien que General Motors crée 4 000 emplois. Tesla, ils en ont créé 50 000. Il dit, c'est très bien que Ford, dans 2 ans, ils vendent 600 000 véhicules. Mais nous, l'année dernière, on en a vendu 1 million. Alors pourquoi, en fait, ignorer Tesla? Et c'est vrai que, en fait, pour le moment, Elon Musk, il n'a jamais été reçu à la Maison-Blanche. Il n'a pas eu un entretien avec Biden. Alors que si on regarde au niveau de l'énergie renouvelable, des voitures, tout ce qu'on veut, Tesla est toujours non seulement le leader, mais c'est eux qui ont créé les emplois et c'est eux qui vont amener le plus de voitures électriques. Donc c'est normal. Je pense qu'il a besoin non seulement d'un peu de reconnaissance de Biden, c'est pas si important, mais surtout de pouvoir s'exprimer, de pouvoir lui transmettre certains messages. Et si on le reçoit pas, il va faire comme Donald Trump et comme beaucoup d'autres, il va devoir continuer à utiliser Twitter pour faire entendre sa voix. Mais là, on comprend. Disons, ignorer Elon Musk alors qu'il est quand même à la tête des avancées des voitures électriques, et pas seulement, des programmes sur l'espace, c'est quand même, je dirais, très injuste. Le pouls du jour, l'ambiance aux États-Unis. Grégory Volokin en direct depuis New York chaque jour avec nous. Le président de Mescart Financial Services. Beaucoup d'actualités, Grégory, et votre décryptage si précieux chaque jour sur BFM Business. On vous retrouvera demain, bien sûr, à nouveau en direct. Wall Street en hausse, donc, qui tente un rebond après plusieurs séances plutôt dans le rouge. En Europe, on avait beaucoup plus baissé qu'aux États-Unis ces derniers jours, compte tenu du conflit russo-ukrainien, conflit aussi entre la Russie et l'Occident, pour tout dire. Et donc, ce CAC 40 qui avait beaucoup baissé, aujourd'hui, il tente un rebond, plus 1,2%, 6473 points. Total Energy qui avait beaucoup baissé hier progresse aujourd'hui de plus de 6%. Airbus de son côté annonce qu'il va ne plus servir en pièces détachées les compagnies aériennes russes. Airbus gagne 4,2%, 108,56 €. Et puis à la baisse, Veolia moins 5, Thales aussi en repli 3,9%. Et puis sur le SRD, Vilmorin, vous savez, le fabricant de semences Vilmorin, Vilmorin ajuste ses objectifs pour la suite. La hausse des prix du gaz renchérit les coûts pour fabriquer des semences et des engrais. Plus évidemment ce grenier à blé du monde que constituent l'Ukraine et la Russie à eux deux, qui peut-être est amené à se fermer. Bien sûr, pour Vilmorin, c'est autant de débouchés en moins. Ce titre Vilmorin perd donc 13,6%, 40,30 € en ce moment, l'une des plus fortes baisses du jour à Paris. BFM Business. BFM